Bonjour à tous. Comme prévu, cet épisode est la suite de l'introduction à l'héraldique, épisode qui est paru sur cette chaîne il y a quelques semaines maintenant, et dans lequel je vous présentais notamment les règles principales de l'héraldique et son histoire. Et aujourd'hui, nous allons creuser le sujet, notamment en évoquant les différents symbolismes et significations, que ce soit des couleurs, des meubles ou des ornements extérieurs, dans le but de vous permettre d'identifier vos armoiries ou de vous composer les vôtres. Avant toute chose, petit rappel important, je tiens à préciser que tout Français est libre de se composer ses propres armoiries, mais sous réserve du droit du tiers, c'est-à-dire à condition de ne pas s'approprier des armoiries déjà portées par quelqu'un. Puisque juridiquement, les armoiries se définissent comme des noms coloriés et dessinés, et sont donc strictement privées. Certaines armoiries sont également protégées en vertu du code de la propriété intellectuelle, et par conséquent, je vous déconseille fortement d'essayer de vous approprier des armoiries qui ne seraient pas les vôtres. Soyez un petit peu plus créatifs, car vous le verrez, il y a de quoi faire. Et non, autre rappel important, les armoiries ne sont pas exclusivement réservées aux nobles ou aux seigneurs, mais s'étendent à l'ensemble des couches de la société. Il est donc plus que probable que vous ayez vous aussi vos propres armoiries. Mais encore faut-il les retrouver. Et comment faire pour les retrouver, me direz-vous? Eh bien, c'est le moment de vous pencher sur votre arbre généalogique. Vous le verrez, c'est une activité passionnante et vous risquez de découvrir à travers elle des anecdotes inédites à propos de vos anciens. Alors évidemment, si vous découvrez que vous êtes un descendant de révolutionnaires, c'est moins drôle. La généalogie est un sujet bien trop vaste et bien trop complexe pour l'aborder dans cette vidéo. Néanmoins, pour commencer, je vous conseille, si vous avez encore la chance de les avoir, de vous adresser à vos grands-parents, qui pourraient sans doute vous aiguiller dans vos recherches. Ensuite, si vous ne savez pas comment procéder, je vous conseille d'aller voir en mairie, pour essayer d'accéder aux archives. Pour vous aider, vous pouvez également consulter des sites comme Family Search, Généané ou encore Eredis. Je vous ai mis les liens en description. Soyez rigoureux et ne vous précipitez pas. Le but n'est pas simplement de rechercher des armoiries, mais aussi de vous reconnecter avec votre histoire. Croyez-moi, c'est une activité très chronophage mais réellement captivante. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis également dans la description un site internet qui vous permet de retrouver votre blason en fonction de votre nom. Il s'agit du site armorial.org, mais soyez vigilants car pour ma part, les blasons qui étaient associés à mon nom ne correspondaient pas aux miens. Je vous ai joint également un document annexe de Wikipédia qui recense les différentes blasons ou les différents écus des familles les plus importantes du Royaume de France. Mais là encore, soyez vigilants et approfondissez vos recherches afin de vous assurer qu'il s'agit bien de votre écu familial. Autre petite précision, si certains se posent la question, vous héritez toujours des armoiries de la lignée paternelle, c'est-à-dire que vous reprenez généralement l'écu armorié de votre père. Par exemple, si vous vous appelez Jean Dupont, eh bien votre écu est celui de la lignée des Dupont, tout simplement. Pour ma part, après plus de 6 mois de recherche, j'ai eu la chance de tomber sur un document officiel réalisé par une spécialiste qui a pu déterminer que ces armoiries étaient les plus anciennes de mon patronyme. J'ai donc pu avoir la certitude que ces armoiries étaient bien les miennes. Mais attention encore une fois, autre petit détail qui a son importance, la plupart des noms de famille se sont transformés tout au long de l'histoire. De ce fait, un fils et son père n'écrivent peut-être pas leur nom de la même façon. Beaucoup de noms avaient des préfixes ou des suffixes qui devinrent facultatifs à travers les siècles, ou furent adoptés par certaines familles pour signifier une adhérence politique ou religieuse. Par conséquent, il peut y avoir beaucoup de variations de votre nom. Bon, avec tout ça, autant vous dire que retrouver vos armoiries ne sera pas une chose facile. Si vous n'êtes malheureusement pas en mesure de retrouver vos armoiries, vous pouvez toutefois créer les vôtres. Et ça tombe bien puisque c'est justement le sujet de cette vidéo. Commençons donc, si vous le voulez bien, par la forme de l'écu. Traditionnellement, si vous êtes un homme et que vous êtes français, deux formes sont privilégiées. L'écu français traditionnel ou l'écu français moderne. De nos jours, on préconise toutefois l'écu français plus classique, à pointe triangulaire. Mais vous pouvez utiliser la forme qui vous plaît le plus, évidemment. Si vous êtes originaire d'autres pays européens, voici les formes conventionnellement utilisées. La forme en U pour les écus espagnols, portugais, flamands ou germaniques. En forme de chanfrein ou tête de cheval pour l'écu italien. En forme plus allongée aux 3 pointes au chef pour l'écu suisse. De forme anguleuse à sommet prolongé en corne horizontale pour l'écu anglais. Et en forme de targe symétrique pour l'écu polonais. Pour les écus féminins, ils se présentent généralement sous forme de losange pour les demoiselles et d'ovale pour les dames. Il est coutume qu'une femme non mariée prenne les armes de son père et les dispose dans un écu en forme de losange. Une femme mariée rangera quant à elle les armes de son mari soit dans 2 écus accolés, soit dans un seul écu partagé en 2. Généralement, l'écu à dextre, c'est-à-dire à droite, est réservé à celui de l'époux. La transmission des armoiries est également codifiée. Les armes dites pleines sont portées par le chef de famille puis par l'aîné.
Les autres sont dites brisées, par l'ajout d'une figure supplémentaire, l'inversion des émaux ou la modification des figures. À chaque génération, l'écu sera donc strictement le même pour l'aîné, qui l'hérite de son père, mais sera différent pour les autres, comme dans cet exemple. Bien, maintenant, passons aux émaux. En héraldique, il y a certaines règles à respecter. Ces règles existent pour la plupart depuis l'apparition des armoiries et sont surtout destinées à faciliter la reconnaissance visuelle et éviter toute méprise. Il existe notamment la règle de la contrariété des émaux. Cette règle est extrêmement simple. Elle consiste simplement à ne pas superposer métal sur métal, ni émail sur émail. Par exemple, on ne peut pas poser une figure de métal sur un champ de métal, ou une croix de gueule sur un champ d'azur. De même, il est interdit d'alterner deux métaux ou deux couleurs dans une partition. Par exemple, on ne peut pas composer un cotissé d'azur et de gueule, un écartelé de sinople et de pourpre, ou un gironné d'or et d'argent. Toutefois, comme pour toute règle, il existe quelques exceptions. La plus flagrante, et sans doute la plus connue, est celle des armoiries du roi de Jérusalem, d'argent à la croix potencée d'or, c'est-à-dire comportant une croix d'or sur un fond d'argent. Le cas est également très fréquent pour certaines pièces comme le chef ou la face, qui peuvent être brodées d'un filet de métal ou d'émail dérogeant à la règle. On parle alors de chef ou de face cousue, soutenue ou surmontée. Autre exception, lorsqu'un écu est divisé en 3 champs géométriquement imbriqués, en perles ou lorsqu'une moitié du blason est elle-même divisée en 2 parties, partie mi-coupée ou mi-partie coupée. Cette règle ne concerne pas non plus les petits détails de certaines figures, comme les langues ou les griffes d'animal par exemple, les accessoires de la pièce principale comme par exemple les colliers ou les couronnes, ou encore les brisures. Enfin, dernière exception, car oui ça commence à faire beaucoup, les fourrures qui combinent 2 émaux peuvent être associées à une couleur, un métal ou une autre fourrure. Voilà pour les règles principales concernant les métaux et les émaux. Maintenant, afin de vous aider à choisir, voici leur signification et leur traitement typographique. Attention cependant, car contrairement à une croyance fort répandue, les couleurs héraldiques ne possèdent pas de symbolisme figé ou unique. Au contraire, leur signification varie selon le contexte, l'époque, le lieu ou tout simplement la personne titulaire de ces armoiries. Par exemple, les villes utilisent aujourd'hui beaucoup plus l'azur et le sinople dans leurs armoiries pour représenter l'eau et la nature, mais ce phénomène est très récent et remonte à une vingtaine d'années tout au plus, le sinople ayant été pendant très longtemps une couleur assez marginale. Il faut donc aborder avec précision la lecture du symbolisme des couleurs d'armoirie et ne pas généraliser leur définition. L'héraldique n'est pas une discipline figée, elle évolue, et la lecture symbolique des couleurs est avant tout une histoire de coutumes et de culture. Toutefois, par simple curiosité, ces symbolismes sont toujours intéressants à étudier et peuvent vous aiguiller. Commençons donc par les métaux. Pour rappel, il n'en existe que 2, l'or, jaune, et l'argent, blanc ou gris clair. N'oubliez pas que les couleurs héraldiques sont conceptuelles, c'est-à-dire que leurs nuances n'importent pas et peuvent donc varier en fonction des supports ou tout simplement des goûts. Un jaune plus ou moins foncé sera toujours identifié comme de l'or. Généralement, les métaux et les émaux sont associés à une planète, une étoile et ou une pierre précieuse, et ont tous une symbolique précise. En ce qui concerne l'or, il est associé assez logiquement au soleil, et a pour pierre précieuse la topaze. Sa symbolique est l'intelligence, le prestige, la vertu, la grandeur et le jugement. Son traitement typographique est une surface pointillée. Petite précision, les traitements typographiques sont surtout utilisés en gravure, afin que les armoiries soient toujours reconnaissables malgré l'absence de couleur. Concernant l'argent, il est associé à la lune et à la perle. Sa symbolique est la netteté, la sagesse, la droiture, la pureté et la franchise. Son traitement typographique est simplement une surface laissée blanche ou vide. Pour les émaux, le gueule est associé à la planète Mars et au rubis. Sa symbolique est l'amour, le désir de servir sa patrie, la charité, la victoire et l'ardeur. Il est représenté typographiquement par des traits verticaux. L'azur est associé à Jupiter et au saphir. Sa symbolique est la fidélité, la justice, la persévérance et la loyauté. Il est représenté par des traits horizontaux. Le sable est quant à lui associé à Saturne et au diamant. Sa symbolique est l'humilité, la volonté farouche et sans nuance et parfois la tristesse. Il est représenté par des traits verticaux et horizontaux entrecroisés. Le sinople est associé à Vénus et à l'émeraude. Il symbolise la liberté, la beauté, la joie, la santé, l'espoir et l'espérance. Et il est représenté par des traits obliques descendant de dextre vers senestre. Le pourpre, lui, se rattache à Mercure, mais n'a pas de pierre associée. Sa symbolique est la souveraineté, la prudence et le pouvoir. Il est représenté par des traits obliques descendant cette fois-ci de senestre vers dextre.
Enfin, concernant l'oranger et le tanné, ils sont rarement utilisés en France et n'ont donc pas de symbolique connue, ni de pierre ou de planète désignée. Toutefois, ils sont représentés typographiquement par des traits verticaux combinés avec des pointillés pour l'oranger et par des traits verticaux entrecroisés avec des traits obliques de dextre vers senestre pour le tanné. Pour les fourrures, je dois bien avouer qu'il m'a été difficile de trouver des symboliques particulières, et n'étant pas sûr de ces informations, elles sont donc évidemment à prendre avec des pincettes. Pour l'hermine, sa fourrure était très appréciée pour sa blancheur, et était surtout réservée à l'élite médiévale car elle était très onéreuse. Elle est généralement associée à la pureté dans la justice et à l'innocence. Je n'ai rien trouvé en ce qui concerne le vert. L'écureuil a évidemment sa symbolique, mais je ne suis pas sûr que cela soit à propos dans ce cas de figure. Pour les différentes variantes de ces fourrures, là encore je n'ai rien trouvé de concret, mais je suppose qu'elles n'ont qu'un but purement esthétique, étant surtout créées initialement pour pallier au trop grand nombre de similitudes et d'usurpations des armoiries. Par ailleurs, si vous avez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire, ça m'intéresse sincèrement et ça pourrait aussi en intéresser d'autres. Bien, maintenant, passons aux animaux. Encore une fois, il n'existe aucune règle quant à l'adoption d'une figure ou d'une autre, vous êtes donc parfaitement libre de choisir celle qui vous convient le mieux. Votre choix peut être symbolique ou purement esthétique. Petit rappel, les animaux n'ont nullement besoin d'exister dans la faune locale et peuvent parfaitement être imaginaires. En général, plus l'animal appartient depuis longtemps au répertoire héraldique, plus il est stylisé. C'est le cas par exemple du lion ou de l'aigle. Le choix de l'animal est capital, car il a une haute valeur symbolique, l'animal étant souvent associé à des qualités ou des vertus, mais aussi parfois à des défauts. Comme vous le savez, nombreux sont ceux qui choisissent comme figure principale le lion, qui est de loin l'animal le plus répandu en héraldique française. Le lion est généralement un symbole de force. Souvent, il peut symboliser également l'autorité, la domination, la souveraineté, la majesté, la vigilance, la terreur et parfois dans certains cas la monarchie. Sa doctrine est de pardonner à ceux qui l'humilient et de détruire ceux qui lui résistent, comme cité par le marquis d'Avilés dans son traité. Certains ordres militaires ont également choisi le lion comme symbole héraldique. Parfois, il peut être également associé à la royauté, étant le roi des animaux, mais les spécialistes ne sont pas unanimes sur la question. L'autre animal très répandu, notamment en Europe de l'Est, c'est évidemment l'aigle, qui a plus ou moins la même symbolique que le lion, et qui représente généralement la puissance souveraine, la royauté, la grandeur, la clémence et la reconnaissance. En Europe, l'iconographie de l'aigle héraldique est héritée de la tradition médiévale précoce. Il repose sur un double symbolisme, d'une part symbole de l'Empire romain, et d'autre part de Saint Jean l'Évangéliste. Au début de l'héraldique, ou de la proto-héraldique du XIIe siècle, l'aigle héraldique n'était cependant pas nécessairement lié au symbolisme impérial ou biblique. L'emblème d'aigle à 2 têtes, ou aigle bicéphale, est quant à lui utilisé pour la première fois dans l'art byzantin du 5e siècle. La tête à gauche, ouest, symbolise Rome. La tête à droite, est, symbolise Constantinople. Toutefois, son utilisation comme emblème impérial est considérablement plus jeune et n'est attestée avec certitude qu'au XVe siècle. Encore une fois, ces informations sont à prendre avec des pincettes puisqu'elles sont le fruit de mes recherches personnelles et ne font peut-être pas l'unanimité chez tous les spécialistes de l'héraldique. Bien évidemment, les autres animaux ont eux aussi leur symbolique. Vous vous en doutez, je ne peux pas tous les énumérer faute de temps, je vais donc vous présenter les plus répandus et vous mettre une nouvelle fois dans la description de cette vidéo tous les documents qui vous permettront d'approfondir vos recherches. Chez les mammifères, nous avons tout d'abord l'ours, associé à la bravoure et à la force. Et pour la petite anecdote, sachez que l'ours était autrefois le symbole de la royauté, puisqu'il fut longtemps considéré symboliquement comme le roi des animaux. Vient ensuite le taureau, associé à la force, le sanglier, associé au courage, l'agneau, associé à l'innocence, le loup, qui peut avoir de nombreuses symboliques, mais qui est généralement associé à l'instinct, à la famille, au courage et à la loyauté, et la louve, associée tout naturellement à l'instinct maternel. Le cerf est quant à lui associé à la médiation, mais également au Christ. Car oui, autre petite anecdote, le cerf, et particulièrement le cerf blanc, est devenu dans l'iconographie médiévale le symbole du Christ. Autre animal assez répandu, le cheval, naturellement associé à la chevalerie, à la puissance, à la noblesse et au mouvement, ou le chien, symbole ultime de la fidélité et de l'obéissance. On peut également citer l'éléphant, associé à la sagesse, à la dignité et à la patience, et le renard, généralement associé à la ruse et à l'intelligence. Les oiseaux ont eux aussi une belle part dans la grande variété des meubles, car si comme nous l'avons vu l'aigle est de loin le plus répandu, les autres volatiles sont aussi très appréciés et figurent sur un grand nombre d'armoiries européennes. Il y a tout d'abord le coq, associé à la fierté et au courage,
mais également à la France. Et oui, vous le savez peut-être, l'association du coq et de la France est née d'un jeu de mots. Le mot latin gallus signifiant à la fois gaulois et coq. Sa silhouette apparaîtra dès l'Antiquité sur les monnaies gauloises. Il y a ensuite la chouette, souvent associée à la prudence et à la sagesse, mais aussi et surtout au mystère et à la clairvoyance. Cet animal est malheureusement surreprésenté dans l'univers sombre des sectes et autres sociétés secrètes, puisqu'il est un prédateur nocturne, capable de chasser et de voir dans l'obscurité, et donc symboliquement de voir ce que seuls les initiés peuvent voir. Le cygne est quant à lui associé à la sincérité, à la grâce et à la beauté. On retrouve également la colombe, associée à la paix, la corneille, associée à l'hospitalité, et enfin le condor, associé au pouvoir et à la supériorité. Concernant les animaux marins, ils symbolisent en général le savoir, la sagesse et la justice. Les coquillages sont presque uniquement représentés par la coquille Saint-Jacques, qui symbolise le voyage outre-mer et le pèlerinage. Ce coquillage est par ailleurs devenu l'emblème de Saint-Jacques de Compostelle, l'un des plus importants du monde chrétien. Les animaux marins les plus répandus en héraldique sont la baleine, associée à la sagesse, la mémoire et le sens du travail collectif. Le dauphin, qui lorsqu'il est de pourpre sur champ d'azur symboliserait un prince bienfaisant ou un père de famille, lorsqu'il est sur champ de pourpre symboliserait la protection sincère, et sur champ de sinople qui symboliserait une bonne amitié. Les reptiles et les batraciens ne sont quant à eux pas toujours très appréciés, étant souvent associés dans l'inconscient collectif à des animaux maléfiques ou dangereux. On peut citer par exemple le crapaud, qui symbolise généralement la sorcellerie, ou encore le serpent, qui symbolise la prudence et la pondération, mais aussi parfois le péché et la tentation. Les lézards et les salamandres sont plus rares, bien que la salamandre symbolise généralement la foi qui ne peut être détruite. Elle est également très connue pour être l'emblème de François Ier, et qui signifie « Je me nourris du bon feu, j'éteins le mauvais ». Enfin, il nous reste à parler des animaux fantastiques. Il y a tout d'abord le griffon, devenu l'emblème du courage. En effet, il associerait le courage et la force du lion et la vigilance de l'aigle. D'après le manuel héraldique ou clé de l'art du blason de Louis Foulque Delanos paru en 1816, un griffon de gueule symboliserait la férocité unie à la promptitude. Un griffon de gueule sur champ d'or symboliserait l'envie surmontée dans l'âge mûr par des actions vertueuses, et un griffon d'or symboliserait la force unie à la vitesse. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est très précis. Passons au dragon désormais. Durant le Moyen-Âge, le dragon est plutôt considéré comme une figure néfaste, notamment par les chrétiens, qui le considèrent comme l'incarnation du diable et le représentent souvent vaincu par Saint Georges. Néanmoins, certaines familles nobles, et notamment dans le nord de la France et en Flandre, l'utilisent pour orner leurs écus. Malgré son allure offensive, le dragon est associé à la vaillance, à la force et à la vigilance, mais il est aussi un symbole protecteur, étant connu pour être un grand gardien de trésors. Moins controversée cette fois-ci, la sirène se prête à plusieurs interprétations symboliques, toujours en relation avec l'eau. Elle est généralement un symbole de fécondité et de naissance, mais aussi celui de la dualité humaine partagée entre vie organique et vie spirituelle. Enfin, on peut évoquer la licorne, figure héraldique féminine qui se trouve surtout dans les ornements extérieurs de l'écu. Si la licorne était quasiment absente des blasons jusqu'au XIVe siècle, elle est devenue un des emblèmes les plus utilisés par les seigneurs et les chevaliers à partir du XVIIe siècle, car elle symboliserait la vertu du vaillant chevalier, sa noblesse d'esprit étant telle qu'elle préférerait mourir qu'être capturée vivante. Cet animal est également l'ennemi des venins et des choses impures, ce qui peut dénoter une pureté de vie et servir de symbole à ceux qui ont toujours fui les vices, qui sont le vrai poison de l'âme. Voilà pour les animaux. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter les liens dans la description si vous souhaitez approfondir le sujet. Bon, maintenant, parlons des meubles. Car oui, eux aussi ont leur propre symbolique. Commençons donc par un des plus répandus et des plus populaires, j'ai nommé notre chère fleur de lys. La fleur de lys dérive vraisemblablement de la représentation stylisée de l'iris, du genêt, de l'ajonc ou du lotus, et son graphisme a beaucoup évolué suivant les époques. Très tôt, la fleur de lys est utilisée sous sa forme stylisée par le monde antique. L'Égypte, la Mésopotamie, la Grèce, Rome ou encore les Gaules en font un motif ornemental ou emblématique, symbolisant suivant les cultures la pureté, la virginité, la fécondité, le pouvoir ou la souveraineté. En Europe, la fleur de lys est associée à la pureté et à la virginité, et devient même un emblème marial aux environs de l'an 1000. Confirmant le lys comme attribut de la Vierge au XIe et XIIe siècle, les évêques des cathédrales vouées à la Sainte Marie en ornent leurs sceaux. Finalement, vers la fin du Moyen-Âge, on tend peu à peu dans l'iconographie mariale à remplacer la fleur de lys par la rose. Pour la petite histoire, ce sont les rois Louis VI et Louis VII qui introduiront la fleur de lys dans l'emblématique royale,
sous l'influence de Suger et de Saint-Bernard, qui tous deux vouaient une grande dévotion à Marie. Devenue en France l'emblème de la royauté et de son pouvoir, la fleur de lys est employée en nombre variable, en fonction de la surface à orner, allant de l'unité à plusieurs dizaines. Ce nombre sera finalement limité en 1377, sous le règne de Charles V, à 3 fleurs dans le blason royal, en évocation de la Sainte Trinité. Ce nouvel écu sera alors appelé France moderne, par opposition au semé du France ancien. Sachez toutefois que l'utilisation de la fleur de lys n'est pas exclusivement réservée aux rois ou aux familles royales. Elle est une figure héraldique extrêmement répandue et ce dès la fin du XIIe siècle, particulièrement chez les familles de petite et de moyenne noblesse. Elle se décline alors dans n'importe quel émail, bien qu'un arrêt de 1697 réservera l'usage de la fleur de lys sur champ d'azur aux rois. Concernant les autres meubles les plus répandus, le besan représente une pièce de monnaie qui est toujours d'or ou d'argent et de forme ronde. Il est l'emblème de voyages faits en Orient et en Palestine à l'époque des croisades. De nos jours, il est considéré comme l'attribut de fonction financière. Un besan d'or symboliserait le droit de battre monnaie et d'argent symboliserait l'argent monnayé et les richesses de guerre. La clé est quant à elle un ancien symbole de liberté et de puissance. Les différentes croix semblent provenir de Jérusalem. Un grand nombre de croix que l'on voit dans les armoiries viennent en effet pour la plupart des croisades. Les chrétiens, en partant pour combattre les infidèles, en mirent sur leurs écus et sur leurs cottes d'armes, et les varièrent pour être distingués les uns des autres. L'étoile représente la déification. Elle est aussi l'emblème de la pénétration et de l'éternité. Des étoiles symboliseraient la splendeur de famille. 3 étoiles précisément d'or symboliseraient une finesse d'esprit. Une ou plusieurs étoiles d'argent sur champ d'azur symboliseraient une personne illustre dans les lettres, tandis que d'or sur champ de gueule, elle symboliserait une personne illustre dans les armes. Le soleil est le symbole de la lumière, de la richesse et de l'abondance. En champ d'azur, il symboliserait la grâce divine, et en champ de sinople, il symboliserait la foi et la bonté. L'encre est le symbole de l'espérance et de la fermeté dans la foi, mais aussi l'emblème de la stabilité et de la constance, parce que les vagues ne peuvent l'ébranler. Elle désigne la stabilité et rappelle la solidité de la foi chrétienne. Sur les tombeaux des premiers chrétiens, elle symbolise la pauvreté, les tribulations et le salut. Pour finir, on peut aussi évoquer rapidement l'arc, qui lorsqu'il est tendu symboliserait le courage, lorsqu'il est encoché symboliserait un loisir vertueux, et lorsqu'il est d'or cordé d'argent sur un champ de gueule symboliserait la force soumise à la religion. L'épée, qui pointe en l'air serait l'emblème de la noblesse, de l'intrépidité et de la victoire, et la hache, qui symboliserait la justice assurée et le châtiment prompt. Je pourrais également vous parler de la symbolique des végétaux, des architectures et même vous parler de l'héraldique d'Empire. Mais étant assez peu utilisé, du moins dans le cadre des armoiries personnelles, je préfère me focaliser sur l'essentiel et vous mettre dans la description une nouvelle fois tous les documents qui vous permettront de creuser le sujet. Avant de nous attaquer à la symbolique et au placement des ornements extérieurs, ouvrons une petite parenthèse sur les armoiries dites parlantes. Les armoiries sont dites parlantes lorsque leur meuble favorise une homonymie avec le nom ou le surnom de son titulaire. Par exemple, la famille Lecoq pourra charger son écu d'un coq et Monsieur Dupont pourra choisir simplement un pont. On peut prendre l'exemple de la ville de Lille, qui porte dans ses armoiries un lys, qui se prononce Lille en vieux français, ou l'exemple de la ville de Tours, qui arbore 3 tours. Les armoiries parlantes peuvent également se construire sur un jeu de mots ou un rébus. C'est le cas de Racine, qui portait un écu composé d'un rat et d'un cygne. Toutefois, elles ne sont pas à confondre avec les armoiries allusives, qui sont des armoiries parlantes qui ne représentent pas de relation directe avec le nom de famille. Elles peuvent évoquer un fait d'armes ou une profession. On peut citer l'exemple des armoiries de la famille de Montmorency, initialement d'or à la croix de gueule cantonnée de 4 alérions d'azur. Devenue allusive lorsque Mathieu II de Montmorency décida d'y faire figurer 12 alérions, pour rappeler qu'il réussit à s'emparer de 12 bannières ennemies lors de la bataille de Bouvines en 1214. Maintenant que vous avez choisi vos meubles et vos figures, comment les dispose-t-on sur l'écu ? Généralement, on répartit les figures de façon logique, en fonction de la forme de l'écu, de leur propre forme ou de leur nombre. Pour une pièce unique, sa position est au centre de l'écu. Lorsqu'il y a 2 pièces, leur position est d'être l'une à côté de l'autre si elles sont identiques et se développent dans le sens vertical, ou l'une sous l'autre si elles se développent à l'horizontale. Pour 3 pièces, la position de 3 meubles identiques est d'être 2 et 1, position qui découle de la forme de l'écu. Pour 3 meubles identiques, ils peuvent être encore en pal, en face, en bande ou en barre. Pour 4 pièces, leur position est dite en bannière, faisant référence à la forme carrée de la bannière.
Pour 5 pièces, leur position est dite en sautoir, soit 2, 1, 2, mais peut être aussi en croix, c'est-à-dire 1, 3, 1. Pour 6 pièces, leur position est généralement en 3, 2, 1, mais peut être aussi en 2, 2, 2. Pour 7 pièces, elles ne présentent pas de position particulière, il faut donc toujours indiquer leur situation, mais la position la plus commune reste en 3, 3, 1, toujours de par la forme de l'écu. Pour 8 pièces, c'est ce que l'on appelle une position en orle, ou plus rarement, on peut trouver aussi une position en 2, 2, 2, 2. Même chose pour les 9 pièces, fréquemment en orle ou en position 3, 3, 3. Pour 10 pièces, toujours la même logique, le plus fréquent étant 4, 3, 2, 1 ou en orle. Au-delà de 10 pièces, il est préférable et même courant d'utiliser un semé. Enfin, il nous reste à aborder, comme convenu, les ornements extérieurs. Les ornements extérieurs désignent les éléments qui se situent autour de l'écu. Généralement, l'écu est maintenu par des figures, appelées tenants lorsqu'il s'agit d'êtres humains, support quand il s'agit d'animaux et soutien lorsqu'il s'agit d'objets inanimés. Plus rarement, l'ensemble peut reposer sur une terrasse ou un socle. L'écu peut également être surmonté d'une couronne ou d'un homme, que l'on a tenté en vain de réglementer à partir du XVIe siècle, chacun timbrant à son goût. Ces tableaux étaient les suivants. Pour les casques, les critères pris en compte étaient la matière, l'orientation, l'ouverture de la visière et son nombre de grilles, donnant ainsi le roi au casque d'or, la visière entièrement ouverte et sans grille, le souverain devant tout voir et tout savoir. Le casque ainsi taré est le signe de la toute-puissance, qui ne relève que de Dieu seul. Le duc ou le prince porte le casque également d'or, et taré de front, mais moins ouvert que celui des souverains, pour indiquer qu'il relève là aussi d'une puissance supérieure. Le marquis, homme d'argent taré de front, a 11 grilles et bordé d'or. Le comte ou vicomte, d'argent, taré au tiers, a 9 grilles d'or. Le baron, d'argent, posé de 3/4, a 7 grilles d'or. Le casque peut aussi être surmonté d'une couronne, sommé d'un cimier et être orné de lambrequins. Pour les couronnes justement, voici celles utilisées en héraldique française. Roi, dauphin, prince, duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier. Encore une fois, attention, l'utilisation de ces couronnes n'a jamais été très rigoureuse, et il ne faut donc pas apporter une trop grande importance aux couronnes dans l'identification d'un blason. Ainsi, vous êtes parfaitement libre de choisir celle qui vous plaît le plus pour vous confectionner vos armoiries. Pour le cimier, c'est-à-dire l'ornement qui forme la partie supérieure du casque, son usage était initialement militaire et servait à agrandir la silhouette de son porteur pour mieux impressionner son adversaire, mais n'a aujourd'hui qu'une simple fonction décorative. Il en est de même pour les lambrequins, utilisés à l'origine pour couvrir le casque afin de se protéger de la chaleur, mais qui n'ont aujourd'hui qu'une fonction purement décorative. Pour finir, les armes sont souvent accompagnées de devises et de cris de guerre. La devise se place en dessous de l'écu et révèle généralement la personnalité, la qualité ou l'originalité d'un individu ou d'une ville. Elle peut constituer un jeu de mots ou un rébus sur le patronyme, reprendre un proverbe ou une citation historique, ou évoquer un événement glorieux. Par exemple, « Bois ton sang, Beaumanoir, ta soif passera » Beaumanoir. « Aultre honoré » Philippe le Bon. Ou « Dieu est mon droit » Guillaume le Conquérant. Le cri de guerre se place quant à lui au-dessus du homme, sur un listel, et servait de cri de ralliement pour les combattants dans la mêlée ou d'invocation servant d'encouragement. Le cri d'armes n'est pas personnel mais relié à un fief. Pour les plus connus, Montjoie Saint-Denis, Dix-le-Volt ou Deus-Vult, Au Vaillant-Duc, etc. Voilà, je pense qu'à présent vous avez toutes les informations nécessaires pour vous constituer vos propres armoiries. Pour la petite anecdote, sachez que toutes les informations que vous avez pu retrouver dans cette vidéo ainsi que dans la précédente qui traite du sujet m'ont été d'abord utiles personnellement. En effet, il y a environ 2 ans de cela, je me suis fortement intéressé à la généalogie car je voulais connaître l'histoire de mes ancêtres et me reconnecter avec mon passé. Étant très attaché aux symboles, j'ai immédiatement eu envie de découvrir quelles étaient mes armoiries. Sachez qu'il m'a fallu plus de 6 mois de recherches intensives pour retrouver mon écu armorié. À chaque fois que je pensais l'avoir trouvé, je me rendais compte en approfondissant mes recherches qu'il n'était pas le bon. Beaucoup de sites se contredisaient, beaucoup d'éléments ne concordaient pas, etc. Bref, je vous épargne les détails, mais ça n'a vraiment pas été une chose facile. Et finalement, après des centaines d'heures, et oui je dis bien des centaines d'heures de recherche, je suis finalement parvenu à retrouver mon écu en ayant en plus la chance d'avoir sa signification. Et ce n'est qu'une fois mon blason retrouvé que m'est venue l'idée de me constituer mes propres armoiries, dans le but, ensuite, de les faire graver, afin de les porter fièrement comme le veut la tradition. Étant l'aîné, j'ai donc conservé l'écu tel quel, je n'ai pas eu à ajouter de brisure,
mais j'ai voulu simplement par esthétisme ajouter quelques ornements extérieurs et une devise qui me tenait particulièrement à cœur. Je me répète, mais étant très attaché aux symboles, je voulais vraiment avoir des armoiries cohérentes. Et donc, cela m'a pris énormément de temps, car il y a en réalité assez peu d'ouvrages sur l'héraldique et toutes les informations que l'on peut trouver sur internet sont parfois contradictoires et très éparpillées. Pour réaliser ces 2 vidéos, comme vous avez pu le voir, cela m'a demandé énormément de temps de recherche. J'espère d'ailleurs ne pas avoir fait de trop grosses erreurs. N'hésitez pas à me corriger en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. Je le précise une nouvelle fois, tous les contenus que vous pourrez retrouver sur cette chaîne sont réalisés sur notre temps libre. Ainsi, si vous appréciez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, la meilleure manière reste de liker et de partager cette vidéo autour de vous. Et si vous en avez les moyens et que vous le souhaitez également, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Enfin, si je devais vous donner un dernier conseil, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps, approfondissez vos recherches et ne faites pas les choses au hasard. L'héraldique a son histoire, ses codes, ses règles, et c'est tout cela qui en fait sa richesse. Car n'oubliez pas, l'héraldique fait directement partie de notre héritage et de notre histoire. Il est donc important, je pense, de l'étudier correctement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis à très bientôt.